Il est 19h10, vous étiez ponctuels, on va donc commencer sans plus tarder, pour être sûr qu'on finisse à l'heure aussi, parce que c'est important. Je vais te dire quelques mots et puis ensuite voilà, je vais présenter Sylvie qui va pouvoir prendre place et commencer. Bon, déjà merci énormément de vous être déplacés, merci d'être à cette conférence organisée conjointement par le Club Innovation de Rennes School of Business et le Club RSB for Change, qui nous a bien aidé dans la promotion et la communication autour de l'événement. Voilà, alors quelques nouvelles du Club Innovation. Donc voilà, le Club Innovation maintenant c'est une kyrielle de personnes talentueuses, jeunes, pleines d'énergie, qui me remplaceront l'année prochaine, mais elles ne le savent pas encore. Donc voilà, donc on peut remercier Pierre, Manon et Maxime, voilà, qui sont là ce soir et qui m'ont déjà aidé à organiser toute la soirée, toute la logistique, mais bien plus que ça. Pierre a déjà animé un atelier Lego Serious Play, qui a été notre dernier événement le mois dernier. Voilà, ça c'est le passif. Donc voilà, alors vous allez apprécier l'augmentation, puisque sur 3 ans, 3 événements, 1 par an, et puis là on reboot, on prend les jeunes, puis là c'est parti, puisque donc Maxime, c'est-à-dire qui nous présentera l'événement, nous a déjà organisé l'événement du 7 mars prochain. Il en dira un mot au sortir de cette conférence. Voilà, Pierre reviendra, parce que Pierre c'est pas 1 mais 2, voilà, pour faire une deuxième conférence sur l'innovation frugale. C'est-à-dire qu'il y aura pas, on est pas mal de résonance avec ce soir. C'est tout en équipe, bien sûr. Non, mais c'est les gens qui portent l'événement. Après, l'équipe aide, bien évidemment. Et Manon qui reviendra pour clôturer cette saison avec Pitch et Startup. Pareil, ça, on en parlera un peu tout à l'heure. Bienvenue. Voilà, super. Juste attends, tu vois, c'est parfait. Donc ce soir, voilà, on a le plaisir d'écouter Sylvie qui va nous présenter le design systémique et des outils de design systémique. Je vais l'inviter à prendre place directement sur sa chaise et je vais vous demander de l'applaudir. Il est de mon devoir de présenter Sylvie à l'audience. Alors j'ai noté des trucs pour pas oublier et je me rends compte que j'ai pas mon retour là, donc je le ferai de tête, c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais faire le pathos tout de suite, comme ça après c'est fait. Vous voyez, après on peut passer au truc, on peut passer au logos. Moi je me rappelle très bien de la première fois que j'ai rencontré Sylvie. J'étais en reconversion professionnelle, j'avais jamais été designer et on a bu un café et après je suis devenu designer. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Je prends 2-3 raccourcis, mais on va dire que c'est comme ça. Donc c'est quelqu'un que je suis honoré de recevoir ce soir parce qui a énormément compté dans ma carrière et je la remercie beaucoup. Elle va venir nous parler en fait. Sylvie, que vous dire sur Sylvie? Sylvie, elle est réputée dans le milieu, comme on dit chez nous. Elle est très connue. Elle a fait toute une kyrielle de bouquins, dont un qui a fait référence sur l'UX, mais vraiment à une époque où personne en France n'en parlait. C'est-à-dire que les seuls qu'elle arrivait à faire venir en France pour en parler, c'était tous des anglo-saxons, parce qu'il n'y avait pas un seul speaker français sur le sujet. Elle a été lead designer de plusieurs agences. Elle enseigne au CELSA, elle enseigne à Sciences Po. Qu'est-ce que j'ai oublié? Elle est membre de EuroAIE. Voilà, t'es cofondatrice de UX Paris, toi, c'est ça le truc? Plus fondatrice que cofondatrice. Plus fondatrice que UX Paris. Voilà. Je crois que j'ai couvert le pédigré. Et voilà, et donc après des années en fait à faire référence sur le design de service, sur l'innovation centrée utilisateur, sur le design UX. Il se trouve que ces dernières années, parce que nous on se voit régulièrement pour faire des points, et puis elle a commencé à me parler plein de trucs dont elle ne me parlait pas avant, des choses qui étaient en fait tout à fait passionnantes et parfois même surprenantes. Et voilà, et là, puisqu'elle va sortir son bouquin chez Erol en janvier prochain, je suis honoré qu'elle vienne nous en parler en avant-première ce soir. Et voilà, donc sans plus de présentation, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc merci beaucoup à toi Sylvie d'être là. Il y a ce bouquin qui va sortir en janvier, donc au titre évocateur, 58 outils de design systémique pour une conception centrée sur la planète. Voilà, donc je pense que tout est dit dans le titre. C'est un sacré changement, c'est une sacrée bifurcation presque inattendue par rapport aux livres que tu as publiés jusqu'alors et par rapport aux domaines d'expertise qui sont les tiens. Est-ce que tu veux nous dire, toi, ce qui t'a décidé à écrire cet ouvrage et pourquoi, en fait, ces thématiques-là ont commencé à avoir une importance croissante dans ta profession, enfin, dans ta carrière et dans ta vie d'une manière générale? Alors, c'est plutôt moi ou plutôt le design? On va dire, qu'est-ce qui fait que toi, tu as senti qu'il était le moment d'écrire ce bouquin? Alors, en fait, le point, c'est que je trouve que le monde a changé. Voilà. Moi, j'ai connu le numérique, on va dire, dans les années 2000. Dans les années 2000, on avait des rêves autour du numérique. On rêvait de Wikipédia, enfin voilà. Le numérique ce qu'il est devenu par rapport à ce qu'on rêvait, il y a un écart énorme. Voilà. Et donc, évidemment, ça pose des questions. Parce qu'à chaque fois qu'on travaille sur un sujet, on se pose la question, est-ce que finalement, est-ce qu'on fait la bonne chose? Voilà. Ça, c'est la base du design. Il se trouve que
on va dire, le contexte planétaire a vraiment changé dans les dernières années. Je pense que tout le monde le sait, à peu près. Donc, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus. Je pense que maintenant, tout le monde a compris. Et surtout, on va dire, mon point de vue, il est assez simple. C'est que la France a signé un accord qui s'appelle l'accord de Paris avec la COP 21 en 2015. Elle n'a pas été la seule d'ailleurs, hein. Toutes les parties, puisque c'est la conférence des parties, toutes les parties ont signé, donc ça fait quelques centaines de pays. Et dans cet accord, on s'est mis dans une trajectoire qui est la trajectoire de neutralité carbone, qui fait que en 2050, on doit être neutre en carbone. Voilà. Et moi, un peu bêtement, je me dis, la France a signé avec son sang, donc je fais ce que la France dit. La France déclare la guerre, je suis en guerre. La France signe la paix, je suis en paix. Et c'est un peu vrai pour toutes les choses si on y réfléchit bien. Et donc là, on s'est mis dans une trajectoire et il n'y a pas le choix. Donc ma question à moi, quand je travaille, et je pense que ça devrait être la question d'à peu près le monde entier quand on travaille, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire me met dans la trajectoire bas carbone? Donc est-ce que je suis en train d'épargner des émissions de gaz à effet de serre? Voilà. Juste ça, parce que c'est la loi et qu'on l'a signée. Et en fait, pour répondre à cette question, les outils actuels du design, en fait, n'existent pas ou existent peu, et donc il faut aller puiser dans un autre, on va dire un autre bassin, une autre palette d'outils, et ce sont des outils qui sont pas tellement connus, qui sont pas publiés en français, donc ça demande beaucoup de travail, parce qu'en fait ça veut dire qu'on se coltine la complexité, donc déjà la complexité pour moi c'est un défi intellectuel, déjà au départ, et après il faut aller se coltiner des outils que personne n'utilise, que personne n'a traduit. Il faut aller lire beaucoup de bouquins, des choses qui sont un peu derrière des fagots. C'est-à-dire qu'il y a des bouquins que j'ai commandés, c'est presque des photocopiés de l'époque de fac reliés, quoi. Enfin, c'est même étonnant. Voilà, c'est vraiment des choses presque confidentielles, mais qui sont très utiles. Et donc aujourd'hui, ça me semble intéressant de faire connaître finalement tout cet arsenal à l'ensemble des designers, parce que pour moi, enfin je dis designer, mais ça peut être chef de projet, ça peut être ingénieur. En réalité, je vois pas comment quelqu'un aujourd'hui peut commencer à lever son crayon et pas se dire comment ce que je fais me met pas dans la trajectoire. Voilà. Et je rebondis sur ce que tu dis parce qu'on va bien sûr parler des outils et de tout ça dans quelques instants, mais juste avant, parce que le premier chapitre de ton bouquin, alors moi j'ai eu la chance de relire le truc, dans le premier chapitre, en fait, tu donnes en fait un contexte, un ensemble de législation, un ensemble d'orientation, et dont moi-même, en fait, je n'étais pas au courant de tout. C'est-à-dire qu'en fait, il est beaucoup plus pressant qu'on ne le présume pour beaucoup d'organisations de se mettre au diapason. Parce que pendant des années, c'était vraiment de la bonne volonté, des effets d'annonce et on va le faire. Il semblerait que maintenant les organisations elles soient au pied du mur et qu'on soit vraiment en phase d'avoir des changements législatifs notamment assez radicaux en la matière. Est-ce que tu veux juste nous éclairer un peu sur l'ensemble de ce qui est voté en ce moment ou de ce qui s'apprête à être voté, qui est quand même parce que je sais que tu as un discours assez punchy quand tu es face à des organisations là-dessus. Ah oui, alors bon, la réglementation de toute façon elle tombe parce que l'État français n'a pas le choix en fait. S'il veut réduire, il est obligé de mettre la pression sur ce qui émettent. Ceux qui émettent, c'est les entreprises. Donc, il y a eu la loi climat et résilience. Ça fait un gros truc. Il y a toute la loi sur les déchets. Voilà. Donc, celle-ci, elle est sortie en janvier. Ça a été branle-bas de combat dans les entreprises. Et c'est pas fini de poser des problèmes parce que ils étaient pas armés. C'est une loi qui impose la traçabilité, c'est ça, de tous les déchets. Tous les déchets qui sortent d'une entreprise, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que l'air, dans l'eau, les gravats, tout ce qui sort, doit être, on va dire, noté dans un registre. On doit dire quelle est la quantité, qu'est-ce que c'est exactement et quelle est sa destination. Voilà. Et toutes les entreprises dans le monde, en France, doivent faire ça. Donc ça, c'est tombé en janvier et maintenant il y a des contrôles. Le bilan carbone qui était obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés, aujourd'hui c'est obligatoire sous une version simplifiée certes, mais quand même pour les entreprises de 50. Le bilan carbone qui était obligatoire sur le scope 1 et 2 et maintenant depuis juillet obligatoire sur le scope 3, on va dire toutes ces obligations-là, elles arrivent, et avec ces obligations, on va dire de publication, voilà, vont venir bientôt, évidemment, les obligations de réduction. Voilà. On a commencé déjà à voir le passage à l'hiver, donc toutes les entreprises, tous les établissements ont reçu un petit mot du gouvernement pour dire qu'ils devaient baisser de 10% leur consommation d'énergie cet hiver. Ils ont appelé ça. Faut pas prendre
et l'ascenseur. C'est marqué sur l'ascenseur de René Hubert. Voilà. Donc, passage à l'hiver. Ils ont tous dû travailler sur un programme de passage à l'hiver. Moins 10%, c'est énorme, hein, c'est colossal. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui occupe les entreprises, c'est ça. Et ça va être de plus en plus ça. Donc, il faut des outils pour répondre à ça. Et donc, comme on a un sujet complexe, il faut des outils qui gèrent nativement la complexité. Et ce sont les outils de pensée systémique qu'on utilise pour répondre à ces questions-là. Voilà. J'espère que c'est clair. Là, c'est super clair. Non, c'est super clair. Et alors, quand on a préparé cette intervention, déjà, voilà, il y avait au départ, moi j'avais vraiment structuré, j'avais fait très bon élève, tu sais, donc grosso modo, c'est la merde au niveau international. La systémique, théoriquement, c'est un truc cool. D'ailleurs, il y a des outils, on peut les utiliser. Et en fait, après, Sylvie, elle m'a dit non, ça va être chiant et tout. On l'a fait pratico-pratique. On l'a fait vraiment, ils sont là pour les outils et tout. Et c'est vrai. Et je pense que qu'elle a complètement raison. Et donc, on l'a fait le moins théorique possible. On fait les fondamentaux de la systémique à travers ses figures et ses outils. Et en fait, grâce à Sylvie, ce qu'on va faire ce soir, c'est en fait faire une double présentation, puisqu'on va à la fois pouvoir présenter les fondamentaux de la pensée systémique, illustrés systématiquement par des outils. Donc alors ça ne va pas être totalement chronologique, mais on va pouvoir introduire toutes les notions avec les outils les uns derrière les autres. Alors bien sûr, au cas où il n'y en a pas 58, hein, vous vous doutez, Sylvie a dû faire un tri. Voilà, le reste sera dans le bouquin à paraître en janvier prochain. Et donc je vais laisser Sylvie déjà nous parler du premier. Là, c'était la citation d'Hassan Özbekan. Ouais, Hassan Özbekan. Grand monsieur. Hassan Özbekan, et on va dire ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il a été un des premiers à se poser la question des problèmes qui occupaient le monde. Donc il s'est posé ces questions-là en 68-69. Voilà, sous l'impulsion d'un grand monsieur qui s'appelle Aurelio Pecci, donc italien, patron d'Olivetti, grand résistant, torturé par les fascistes, qui à partir des années 60 a commencé à s'occuper énormément des problèmes du monde, en se disant que le monde allait très mal. Et il s'est dit, on peut pas continuer comme ça, il va falloir faire une pause, il va falloir réfléchir. Et il a créé quelque chose qui s'appelle le Club de Rome. Et à l'époque, il voulait s'équiper, on va dire s'entourer de gens, et il a fait appel à Hassan Özbekan, qui à l'époque était un spécialiste de projection américain, grand monsieur, très grand monsieur. Et ce qu'il a fait, c'est pour préparer en fait ce travail, il a établi une liste de 49 problèmes. Et en fait, alors il est turc, il était turc, mais d'une famille de diplomates il a vécu un peu partout dans le monde, et en particulier il a fait ses études à Sciences Po en France et ensuite dans une université en Angleterre, et il a travaillé aux États-Unis. Mais il a appelé cette liste de 49 problèmes la problématique. Donc je pense que c'était à cause de son aisance en français qu'il l'a appelé comme ça, même en anglais ça s'appelle la problématique, voilà. Et donc l'ensemble de ces 49 problèmes, ce sont des problèmes qui pour lui, sont à prendre, on va dire justement de façon en système. Et ce qu'il a proposé à Aurelio, c'était finalement d'avoir une approche qui était centrée sur l'intelligence collective. Son point de vue, c'était de dire il n'est pas éthique de vouloir changer un système socio-technique sans l'autorisation expresse et la participation active des gens concernés. Voilà. Je pense que quand on réfléchit à la façon dont marchent nos sociétés en général, la pensée est quand même très intéressante. Voilà. Il se trouve que il était nourri de pensée grecque en particulier. Voilà. Il faisait beaucoup référence à la démocratie grecque. Il a fait très peur au Club de Rome. Et le Club de Rome s'est orienté sur une approche anglo-saxonne plus rassurante, plus ingénieure, qui est celle de Forrester, et c'est comme ça que ça a été confié à l'équipe du MIT avec les Meadows en particulier, dont on connaît Dennis Meadows et Donella Meadows. Et en tout cas, Hassan, a continué son travail, il s'est, on va dire, particulièrement attaqué justement à ces problèmes saillants. Il a voulu aller au-delà, il s'est rendu compte que finalement tous les problèmes qu'il avait listés, les 49, venaient d'un seul problème, c'était la perte de valeur de nos sociétés, ce qui est relativement intéressant. Et il s'est associé à Alexander Christakis, et ensemble ils se sont dit, il va falloir voir comment on gère ces problèmes, et ils ont créé quelque chose qui s'appelle
l'arbre d'influence. Et ça, c'est un sujet, enfin, c'est un outil assez intéressant, parce qu'en réalité, c'est assez simple, on va prendre les problèmes les uns après les autres, on va les comparer par deux, on va se dire quel est celui qui est la conséquence de l'un, quel est celui qui est la cause de l'autre. Voilà. Et on va faire comme ça une espèce de généalogie, en se disant, finalement, sur nos problèmes. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé sur leurs 49 problèmes par en choisir 24 qu'ils ont considérés comme saillants. Voilà. La notion de saillance étant purement subjective, contextuelle. Voilà. Mais en tout cas, ils en ont pris 24 qui étaient saillants et chacun, ils les ont comparés par paire. Et ils ont fait comme ça une généalogie. Et c'est finalement assez intéressant de procéder comme ça, parce que ça permet, quand on a un ensemble de problèmes, et on a souvent un ensemble de problèmes, de se dire quels sont ceux qui sont à la racine et quels sont ceux qui finalement sont moins importants, parce que ce ne sont jamais que des conséquences ou des émanations de problèmes sous-jacents. Voilà, c'est un premier outil assez intéressant dans un univers complexe. Ce qui est intéressant aussi, toujours dans la première phase de découverte, c'est la façon dont on considère les acteurs. Voilà, donc là-dessus, on va s'appuyer sur les travaux de grands penseurs, notamment un monsieur qui s'appelle Bruno Latour, qui est décédé récemment, voilà, qui a beaucoup travaillé justement à la fin de sa vie sur ces questions d'écologie. Et lui, avec d'autres d'ailleurs, parce qu'il n'était pas le seul, il a développé cette notion d'acteur réseau, de se dire que finalement, quand on observe une société humaine, en fait, c'était son sujet en sociologie, il n'y a pas que les humains. Il y a aussi d'autres choses. Il y a les téléphones, parce que si le réseau de téléphone n'existe plus, voilà, c'est un problème. Et donc, un de ces points, c'est de se dire qu'il y a les humains et non-humains, et dans les non-humains, il y a aussi ce qu'on appellerait la nature. Voilà. Donc, un fleuve, une étendue, un parc naturel, une nappe phréatique est aussi un acteur du système. Et c'est vrai qu'on se dit que à partir du moment où il y a plus où les rivières sont totalement asséchées, ça pose un petit problème sur notamment tout le secteur tourisme qui travaille dessus. Ce qui est intéressant, c'est justement quand on démarre un projet de faire la carte des acteurs, et dans la carte des acteurs de ne pas se limiter aux acteurs humains, mais aussi se prendre les acteurs dits non humains. Donc ça aussi, c'est un petit outil qui est assez facile d'une certaine manière, mais qui oblige d'emblée à justement à prendre en compte cette complexité et à ne pas uniquement voir la dimension humaine. Il y a une notion très importante quand on a préparé la conférence, parce qu'effectivement, on voit que la première notion, déjà, c'est renoncer en quelque sorte à l'idée de causalité simplifiée, d'explication linéaire des choses. Oui. Alors effectivement, mais ça, c'est ce qui définit le systémique. Donc le systémique s'oppose à une vision cartésienne. Donc dans la vision cartésienne, on a une chose assez simple, on a une cause, un effet, l'effet est une conséquence, ces choses s'arrêtent là, c'est des choses linéaires, voilà. Et puis dans la vision systémique, là on va aborder les choses de façon un petit peu différente, parce qu'en fait on va se dire, certes une conséquence arrive, mais en fait cette conséquence elle a aussi une cause, elle est aussi la cause d'autre chose, etc. Et c'est comme ça que vous avez des cercles vicieux ou des cercles vertueux. Donc ce qu'on connaît assez bien, on va dire, dans le bon sens quotidien, mais qu'on utilise tout le temps. Nous, on utilise des boucles de rétroaction positive ou négative, voilà. Donc ça, c'est l'enquête itérative. Celui-là, il te plaisait beaucoup. J'aime beaucoup celui-là, ouais. Parce qu'il est relativement simple à utiliser, oui. Et il marche très bien en groupe, en fait. Voilà, il marche très bien en groupe, il est très simple, mais il permet, en fait, c'est toujours pareil, ce sont des outils qui permettent d'embrasser la complexité et de rien oublier. En fait, on se prémunit beaucoup de notre esprit un peu simpliste, et comme on a ces outils-là, on s'oblige finalement d'une certaine manière à voir un tout petit peu plus loin. Donc là, le sujet est assez simple, on part du fait qu'on a un contexte, le contexte, voilà, j'ai un rhume, donc comme j'ai un rhume, je vais avoir une fonction qui est je veux trouver un remède à mon rhume, donc je vais dans une structure qui est la pharmacie, voilà, je vais aller acheter un tube de lidocaïne ou de n'importe quoi d'autre, donc voilà, je suis dans un processus d'achat qui m'amène normalement à mon contexte / finalité, c'est-à-dire je suis guérie. Mais peut-être que éventuellement je ne suis pas guérie et que dans mon contexte, j'ai toujours un peu un problème, et là je me dis quand même
cette bronchite qui n'en finit pas, il faut que j'aille un peu plus loin. Et donc là, on va aller en fonction, j'ai besoin d'un avis d'un médecin, donc je vais aller chercher comme structure, voilà, un cabinet médical. Le cabinet médical, lui, va m'envoyer faire éventuellement des analyses, un processus qui va m'amener à la finalité. J'ai mes résultats, ils sont pas très bons, donc là, on va m'envoyer chez un spécialiste, etc., etc., etc. Et donc le fait alors je vous donne un petit exemple, mais le fait de décortiquer les choses comme ça nous permet justement de voir quelles sont toutes les fonctions, les processus, les structures et les choses qui sont à l'œuvre, et on le fait avec des jeux d'itération. On peut le faire plusieurs fois, donc normalement on le fait plusieurs fois. Au bout de 3 fois, en général, les équipes sont un peu fatiguées. En tout cas, c'est ce que disait le créateur de l'outil, qui était un des disciples de Russell Afkoff, qui disait en général, il faut mieux toujours le faire au moins une fois, 2 c'est bien, 3, bon, voilà. Mais ça, c'est un outil que je trouve assez simple à introduire dans une phase de réflexion, de création, de diagnostic, et dans lequel finalement chacun peut se projeter assez facilement. Pour l'avoir utilisé depuis que j'ai lu le bouquin, je t'ai pas dit. En fait, ce qui est assez génial, c'est quand vous faites ça, vous faites émerger la totalité des acteurs que vous allez ensuite mettre sur la carte. Donc en fait là, alors que les gens ils sont impressionnés par un truc blanc, là vous le faites. Donc en fait les gens génèrent les sujets qui font les actions, etc. Et donc à la fin vous avez le stock. Et après vous pouvez aller le dispatcher sur un modèle de représentation graphique beaucoup plus facilement. Enfin, je l'ai testé pour ça et ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Donc ça, c'est toujours pareil. Ce sont que des outils qui nous permettent de voir un tout petit peu plus loin. Donc celui-là, on l'appelle l'analyse en couche causale, ou le modèle de l'iceberg, évidemment. Donc on parle de la litanie. La litanie, c'est le fait qui est observé, voilà. Et à partir de ça, on va chercher la première cause qui nous semble la cause la plus évidente. Et puis derrière, on va aller chercher la structure et la métaphore. La métaphore étant souvent le monde des croyances et des paradigmes. Donc là, toujours pareil, si on prend le cas du rhume, voilà, on a quelqu'un qui dit, je suis enrhumé, et voilà, c'est la litanie, comme souvent. La structure, je suis toujours enrhumée parce que je suis très fatiguée puis que je me nourris mal, voilà. Et puis, je suis fatiguée, je me nourris mal parce que je travaille trop et puis que, j'ai pas le temps de cuisiner et je ne prends pas le temps de m'occuper de moi. Et au fond, le truc sous-jacent, c'est, en fait, ce qui compte le plus, c'est la vie professionnelle et, le repos, c'est pour les paresseux. Ce qui est un peu une idée de notre monde quand même. Donc voilà, donc toujours pareil. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est à chaque fois de s'obliger finalement à aller jusqu'au paradigme, parce que parfois c'est en tapant là qu'on va avoir le plus d'effet et pas en tapant sur je donne un remède pour le rhume, voilà. Alors ça, c'est très intéressant, mais ça c'est tout à fait la pensée systémique. Les problèmes d'aujourd'hui sont les solutions d'hier. C'est pour ça qu'en fait, quand on réfléchit nous aux solutions, il faut s'assurer que les solutions ne vont pas être les problèmes de demain. Ça compte quand même un petit peu. Et là, on va tomber un petit peu dans le dur, parce que Bertalanffy, c'est vraiment le premier penseur systémique, et la raison pour laquelle il a finalement aborder les choses comme ça, c'est un biologiste. Il s'intéressait donc au monde vivant et il voulait modéliser les choses. Et il s'est rendu compte que justement cette vision cartésienne de une cause à un effet, en fait, ne correspondait pas du tout à la complexité de ce que lui manipulait. Donc si on prend un exemple très simple comme la prévision du temps, voilà, la prévision météorologique, et en fait on est obligé de prendre en compte la température de l'air, la vitesse des vents, la température des océans, le taux d'évaporation, etc., etc. Et même en ayant pris tous ces éléments-là en compte, et même en ayant un modèle qui est un modèle juste, voilà, il y a toujours une part d'incertitude. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la particularité des systèmes complexes. Et c'est aussi pour ça que on va toujours travailler en scénario. C'est dans les systèmes complexes, on a une multitude d'éléments qui sont en interaction les uns avec les autres, et les interactions, en fait, amènent toujours un degré d'incertitude et donc d'imprédictibilité. Donc, aujourd'hui, tous les gens qui travaillent sur des sujets comme ça, en fait, travaillent en scénario. Donc, le GIEC travaille en scénario, si vous avez lu un peu les rapports du GIEC, mais RTE, récemment, qui s'est posé la question, l'électricité en France en 2050, a présenté des scénarios, et même quand ils ont fait leur travail, les Meadows, dans les années 50, et qu'ils ont publié les limites à la croissance.
c'était des scénarios. Enfin voilà, tout est basé sur des scénarios en se disant voilà. Parce que il y a cette partie d'imprédictibilité. Voilà. Finalement, pour cartographier tout ce système, et ben en fait, on utilise quelque chose qui s'appelle les boucles de causalité, dont on parlait. Et donc, on va utiliser des boucles de rétroaction positives ou négatives. Quand elles sont positives, ça veut dire que, en fait, tous les éléments concourent à l'augmentation d'un élément. Donc, ça, c'est vraiment on va dire des événements exponentiels, comme l'érosion du sol, par exemple. Plus vous avez d'érosion du sol et plus à la fin vous finissez avec la terre nue. C'est la dissémination des maladies. C'est toutes les choses, voilà. C'est le petit jeu des lotus et du lac, vous savez. Sur les 50 jours qui amènent au lac à être couvert à moitié, et puis il faut qu'une journée pour que ce soit la totalité qui soit couverte. Vous voyez ce genre de devinette, voilà. Et puis après il y a aussi des boucles de rétroaction qu'on appelle négatives, mais qui viennent contrebalancer. Donc c'est tous les systèmes d'homéostasie dans le corps, par exemple, on a toujours la même température, voilà. Et donc c'est finalement tous ces mécanismes là qu'on essaie d'identifier, de cartographier, et ça nous permet deux choses. Ça nous permet de voir où sont les points de levier. Les points de levier, c'est les endroits qui sont finalement des endroits qui ont beaucoup de causes ou beaucoup de conséquences. Donc vous avez beaucoup de flèches qui viennent sur l'un ou l'autre, ouais. Et donc ça permet de savoir où est-ce qu'on doit intervenir pour éviter un truc qui s'appelle l'effet Cobra. L'effet Cobra, en général, c'est un truc que je raconte à mes étudiants. Je le raconte parce que ça permet de raconter une bonne histoire. Vous connaissez l'effet Cobra? Personne? Bon, c'est un effet qui a été, on va dire, décrit, identifié à la suite d'une anecdote qui s'est passée pendant la colonisation britannique en Inde. Donc, ils avaient décidé qu'il y avait trop de cobras, trop de charmeurs de serpents, que c'était pas possible. Et ils se sont dit, on va faire quelque chose de très simple. On va donner de l'argent à chaque fois qu'ils vont nous amener un cobra mort. Et se sont dit, ça va être très pratique parce que comme ça, peut-être petit à petit, les cobras vont tous être tués. Donc, ils s'attendaient à ce que peu à peu, les cobras soient de moins en moins nombreux à être amenés. Le problème, c'est que à un moment, ça a baissé et puis tout d'un coup, ils ont vu de plus en plus de cobras arriver et ils ont été obligés de débourser de plus en plus d'argent. Ils se sont demandé ce qui s'était passé et à votre avis, que s'était-il passé? Ils ont créé des fermes d'élevage de cobras. Donc là, les Britanniques se rendant compte de ça, ils se sont dit, bon, on va tout de suite arrêter de donner de l'argent pour les cobras morts. Et que croyez-vous que les Indiens aient fait? Ils ont jeté tous les cobras dans la nature, tous les cobras des fermes d'élevage de cobras. Donc le problème a été multiplié par 10, voilà. Et l'effet Cobra, c'est donc un effet où, pensant bien faire, on intervient dans un système sans avoir bien compris et on aggrave le problème. Alors on rit beaucoup, mais il se trouvait que l'effet Cobra est arrivé pendant la colonisation française en Indochine. C'était pas des cobras, c'était des rats. On demandait pas ce qu'ils amènent des rats morts, on demandait ce qu'ils amènent des queues de rats. Donc ils se sont trouvés avec des élevages de rats et ils relâchaient tous les rats. Et donc il y avait plein de rats sans queue qui couraient partout. Voilà, donc ils ont évidemment arrêté. Et les choses continuent aujourd'hui où vous avez des fermes de panneaux voltaïques en Espagne qui ont reçu plein pareil de subventions, et on s'est rendu compte que même en Espagne, ils arrivaient à faire une production énorme, même l'hiver et même la nuit. Et là, en fait, pourquoi? Parce qu'il y avait des groupes électrogènes, voilà. Donc, en fait, on rit, mais en réalité, des effets Cobra, on en trouve plein partout, voilà. C'est souvent on intervient et en réalité, on aggrave le problème. Donc, pour éviter ça, il faut justement tenir compte de la complexité inhérente au système dans lequel on intervient. Et il faut aussi, et là je suis Monsieur Özbekan, intervenir avec les gens qui sont concernés par le sujet, avec leur participation active et volontaire. Ce que je trouve fort avec l'effet Cobra, dans tous les cas, c'est qu'il permet de renoncer à la tentation des incitatifs, tu sais. Oui. La réponse un peu simple de si on fait des réductions de taxes ou si on fait une aide, si on arrose un peu, ça va passer. Voilà, on se rend compte à force répétée que malheureusement, si c'était aussi simple, ça ferait longtemps qu'on aurait réussi à le faire. Et voilà. Et donc ces boucles de causalité, elles nous permettent d'identifier des patterns, c'est ça? Oui, alors ça c'est Peter Senge qui a commencé à faire ce travail-là, justement, en cartographiant un certain nombre de systèmes, notamment les systèmes dysfonctionnels. Il a identifié la façon dont fonctionnait
voilà, certains archétypes, donc il les a listés, il les a identifiés, ce qui est très utile parce que au final, en fait, bon, il y en a plusieurs, hein, la tragédie des communs, l'escalade, les adversaires accidentels, enfin, il y en a beaucoup. L'avantage, c'est que dès qu'on rencontre ce genre de choses dans les systèmes qu'on étudie, bah, ça nous permet de savoir aussi quelles sont les bonnes stratégies, parce qu'en plus d'avoir identifié le schéma et d'avoir identifié le mécanisme à l'œuvre, il a aussi identifié quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place. Et en plus, ça nous donne plein de clés d'analyse finalement assez faciles. Voilà. Dès qu'on a des systèmes complexes, donc par exemple gestion de l'eau, on est typiquement sur la tragédie des biens communs. C'est-à-dire que la tragédie des biens communs, c'est je vais utiliser un système qui m'amène un gain à moi, mais en fait chacun va utiliser quelque chose et amener un gain individuel, mais le gain individuel vient finalement au détriment du bien collectif, ce qui fait qu'à la fin, il y en a 2, 3, 4, une dizaine qui se servent et tous les autres qui ne sont plus servis. Voilà. Donc c'est cette tension entre, ça c'est la tragédie des communs, mais c'est quelque chose qu'on connaît, et après il y a toute la question qui est la stratégie qu'on met en place. C'est presque magique dans un sens, parce que pour avoir vu différentes applications de ça, on voit des patterns émerger comme des comportements presque naturels. C'est-à-dire qu'on modélise des systèmes qui a priori n'ont rien à voir, ça peut être de la finance, ça peut être de l'écologie, et on voit des effets, on voit des causes qui produisent des effets, on voit des trucs. Et c'est assez extraordinaire de savoir que depuis, en plus, Peter Senge, c'est pas jeune, quoi. C'est qu'en fait, c'est déjà cartographié et déjà décrit depuis très 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 longtemps, et encore très très. Enfin, la 5e discipline, c'est pas si vieux que ça. C'est je crois 90. Que c'est oui. Enfin. Ça fait 30 ans. Oui, Quoi, oui, quand oui, même. d'accord. Après, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et ça, c'est aussi une vision. C'est un truc que dit beaucoup Edgar Morin, je trouve à juste titre, c'est que nous, on a une vision universitaire des disciplines. C'est-à-dire qu'on considère que la finance et la psychologie n'ont rien à voir, mais en réalité, il y a plein de phénomènes psychologiques qui agissent sur la finance, et inversement, etc. Et en fait, cette vision qu'on a, qui est une vision très disciplinaire, mais qui est totalement héritée de notre conception de l'éducation et de la spécialisation, en réalité, elle est très fausse. Et quand on regarde un système, il n'y a pas de système financier si t'as pas des humains. Si t'as des humains, t'as de la psychologie. Et il n'y a pas de système financier s'il n'y a pas des choses, donc de la marchandise. Donc il y a forcément, etc., etc. Et donc au fond, c'est plutôt je sais pas comment dire, des œillères qui nous amènent à regarder la réalité avec un seul angle, mais la réalité, en fait, elle est plus complexe. Et ça, je trouve que c'est aussi un truc assez intéressant, de se dire qu'il faut peut-être sortir un peu juste des disciplines, parce que dans les systèmes, tout ça est mélangé. En fait, ça ne se sépare pas aussi abruptement, quoi. Il n'y a pas le monde des chiffres et puis le monde des cerveaux, et le truc en fait, non, c'est pas comme ça. Ouais, j'espère qu'un jour on fera une table sur l'économie comportementale. Ce serait que quand tu commences à t'intéresser il y a beaucoup de choses intéressantes, en innovation particulièrement. Et tout ça, forcément, logiquement, on cartographie, on trouve les boucles, on identifie les patterns, et ça nous amène à la question des points de levier. Oui, parce qu'en fait, ça c'est la côté du design. Une fois qu'on a essayé de comprendre quels étaient les problèmes, après on se dit comment on va intervenir. Donc pour intervenir, il y a une grande penseuse qui est quand même Madame Meadows, morte, on va dire un peu trop jeune, de mémoire en 99, et qui a fait un petit bouquin dans lequel elle a identifié en fait tous les leviers, et elle dit un truc très juste, elle dit finalement la plupart du temps quand on intervient sur un système, on intervient toujours finalement là où il faudrait pas. Et elle a commencé à lister tous les leviers qui font que le système change. Donc elle, ce qui l'intéressait, c'est le changement du système. Donc c'était quelque chose d'assez radical. C'était pas forcément incrémental. Et elle dit, le premier des leviers, c'est les chiffres, voilà. Et elle dit elle dit pas ça comme ça, mais globalement tout le monde se pignole et va passer du temps à discuter à 1%, voilà. De quel pourcent est-ce qu'on augmente, je sais pas quoi, la CSG, le SMIC, le machin, enfin voilà. Combien de centimes sur le litre d'essence. Et ça change pas du tout un système. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter 1, 2, 3 euros, ça changera aucune inégalité, ça changera aucun verrou socio-technique qui fait que aujourd'hui les gens sont proprement dépendants des voitures thermiques et qui n'ont aucun choix et que c'est des verrouillages. Et ça, c'est verrouillé pourquoi ? Parce qu'on a choisi de faire
de construire dans les années 60 des lotissements loin des centres-villes, avec des maisons individuelles, chauffées au fioul, etc. Et le bâti, il est là. Et les gens, ils n'ont pas les moyens de changer forcément tout ça. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que justement, c'est qu'elle a commencé à lister les choses, et notamment, quelles sont les choses qui vont le plus avoir d'impact. Comme je trouvais ça très intelligent, et aussi très difficile, parce que moi, j'ai pas la tête pour me fader tout le truc et connaître tout ça par cœur. J'ai fait un petit outil qui sont des cartes dans lesquelles j'ai repris en fait son travail, et j'ai donné dans chacune des cartes des petits exemples, et ça permet, quand on est en atelier, toujours pareil, de se prémunir de ses premières idées et de se dire ok, je peux faire des choses avec un impact comme ça, et à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire, sachant qu'il y a des choses qui peuvent être des petites victoires à court terme, et il y a des choses qui sont plus long terme. Il y en a une que j'aime particulièrement, c'est le flux d'information. Le flux d'information, c'est, en tant que designer, c'est celui qui nous plaît le plus, parce que à un moment, communiquer la bonne information à la bonne personne au bon moment, c'est ce qui va changer radicalement les choses. Voilà. Et c'est souvent ce qui coûte le moins cher. Enfin, le moins cher, qui est le plus facile à faire. Donc, en l'occurrence, Meadows, elle disait que dans les maisons américaines qui se ressemblaient, il y avait des maisons tout à fait identiques, dans lesquelles certaines, le compteur d'électricité était dans le basement, donc au sous-sol, et dans d'autres dans l'entrée. Et elle dit, sans qu'il y ait aucun changement dans tout l'ensemble de la maison, toutes les maisons qui avaient le compteur dans l'entrée avaient 10% de moins de consommation, juste parce que les gens voyaient le truc tourner. Voilà. Mais en fait, c'est très vrai. Aujourd'hui, des gens comme Schneider Electric, qui sont très très impliqués dans ces sujets de bas carbone, etc. Quand ils ont publié leurs études de cas, la première chose qu'ils font quand ils interviennent sur un projet, c'est de donner aux gens qui décident les moyens de voir en fait ce qu'ils consomment. Et juste ça, c'est-à-dire la personne qui a le bouton et qui peut dire j'éteins le truc. Si elle voit ce qu'elle consomme, elle appuie sur le bouton, elle éteint. Et rien que ça, c'est déjà 10% de gagné. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Et on n'a pas besoin de faire de communication, on n'a pas besoin d'infantiliser les gens, on n'a pas besoin de faire de pédagogie. En fait, on leur donne les éléments pour décider, et ils décident en connaissance de cause. Voilà. Donc évidemment, celui-là, il m'intéresse beaucoup. Bien sûr. Alors, on est passé un tout petit peu trop vite, du coup, on a oublié de parler de la roue du futur. Donc, il faut parler de Jérôme Glen. Alors, Jérôme Glen, très vite. Alors, tu disais que ça, c'était vieux, mais Jérôme Glen, c'est 70, hein. Donc là, c'est encore plus vieux, voilà. Lui, c'est d'intéresser, effectivement, ça, c'était un travail qu'il a fait quand il était étudiant. Il s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est de se dire quelles sont les premières conséquences d'un événement, puis les deuxièmes, les troisièmes. Donc, il a fait aussi un outil très simple. Donc, on prend un premier élément, c'est un événement, une tendance, et on se dit, qu'est-ce que ça va amener, quelles sont les différentes conséquences. Lui, il s'oblige à en raconter 6, et ces conséquences-là, qu'est-ce que ça amène, et ça amène. En l'occurrence, récemment, il y a quelqu'un qui a publié la roue du futur avec le Covid, et c'était très intéressant avec qu'est-ce que ça amène. Les entreprises s'arrêtent, donc après il y a des pénuries, les entreprises s'arrêtent, après les gens ont du temps pour réfléchir et puis décident de puis retourner, hein. Donc roue du futur, pareil, petit outil très facile qu'on peut mettre en place dans à peu près n'importe quel projet. On se dit quelle est la conséquence 1, 2, 3, on réfléchit, c'est vraiment pas long, ça peut être 2-3 heures d'atelier, mais ça peut vraiment ça permet pas d'éviter tous les problèmes, mais ça permet de les envisager avant et d'y répondre avant, et de voir comment justement avec les acteurs qui vont être concernés et affectés par ce problème, comment finalement on le limite, ou on le fait basculer pour en faire un bénéfice. Alors ça pour le coup c'est un outil, je vous les ai amenés d'ailleurs, je vous les montrerai. Ça c'est un outil que je trouve très très intéressant, un peu inhabituel. Donc elle a créé ce jeu qui s'appelle la carte des paradoxes, et en fait ce sont des petites cartes qui sont divisées en 2 parties, et en fait vous avez une chose et son contraire. Il se trouve que quand vous avez des systèmes complexes, les systèmes complexes sont toujours une chose et son contraire. C'est-à-dire que vous avez toujours par exemple de l'ordre, exemple on va dire les lois de l'astrophysique, vous avez des lois, c'est de l'ordre, et en même temps vous avez du désordre, parce que vous avez toute cette espèce de hasard qui fait qu'à un moment vous avez une planète Terre qui arrive
et qui a une distance particulière du soleil et qui voilà. Donc, et puis c'est un peu la même chose pour tout. Vous avez avec la biologie, vous avez des règles qui sont comment est-ce que les cellules se multiplient, comment etc. Comment est arrivée la reproduction sexuée, comment fonctionne le système de l'ADN, la double hélice, blablabla. Mais il y a des mutations, voilà. Et donc vous avez toujours ordre, désordre, loi, ça. Et donc dans les systèmes complexes, c'est une bonne idée quand on veut intervenir et qu'on a une idée d'une action, de se dire est-ce que je peux avoir une action complémentaire qui est totalement à l'opposé, parce que finalement ça va répondre à des choses qui sont existantes. Donc si j'ai une action par exemple bottom-up où je vais demander aux gens ce qu'ils pensent, eh ben je peux peut-être renforcer avec quelque chose qui est top-down. Si j'ai quelque chose d'individuel, alors je peux faire quelque chose de collectif. Ou si j'ai quelque chose de collectif, bah, qu'est-ce que j'apporte à l'individu, voilà, au particulier. Et en fait, toutes ces cartes sont comme ça, donc elles sont basées sur la compréhension, l'organisation, la collaboration. Donc il y a plein de façons de les utiliser. On peut les utiliser en brainstorm, on peut les utiliser, et ça amène justement à ces solutions Voilà, donc c'est Edgar Morin qui dit bah justement c'est ce qui est très difficile pour nous de comprendre, que c'est une chose et son contraire. Et c'est vrai que nous on a toujours envie que les choses soient monolithiques, mais en réalité non. Et je trouve que avoir un outil comme ça c'est bien parce que c'est toujours pareil, ça nous aide à penser, ça nous prémunit contre nos travers qu'on a tous de vouloir des choses simples, de vouloir toujours pas peut-être que moi d'ailleurs, mais bon, voilà. Pas que toi, je te rassure. Bon bah alors après on tombe sur ça c'est un peu mes chouchous, c'est tous ceux qui ont, on va dire, collaboré, suivi les travaux de Hassan Özbekan et qui ont développé le design dialogique structuré. Donc eux ils se sont dit il faut faire travailler les gens qui sont concernés, tous les acteurs. Il faut réussir à structurer le dialogue, voilà. Donc ils ont essayé de mettre plein d'outils pour éviter que les gens ne s'écoutent pas. Donc un des outils qu'ils ont mis en place, c'est d'imaginer des solutions. Donc ça c'est le champ d'options. Donc on demande aux gens d'imaginer plein de solutions, en fait c'est pas vraiment des solutions, ils les appellent des options, voilà. Parce que effectivement c'est vu comme des options. Assez classiquement, ce sont des idées, on va les organiser en catégories. En l'occurrence, ça c'est des clusters. Ça c'est assez habituel, on va dire dans le monde du design. Mais en revanche, ce qui est plus intéressant, c'est qu'à partir de là, on va faire un ou plusieurs profils d'options. C'est-à-dire qu'on va se dire, on choisit cette option, et puis celle-ci et celle-ci. Et ça va dessiner finalement une stratégie, mais on peut en avoir plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, on peut proposer telle stratégie, et ça veut dire qu'on va faire ces choix-là, et on va les organiser comme ça, ou telle stratégie ou telle autre. Donc c'est intéressant quand on fait des très grands ateliers, et qu'à la fin, par exemple, vous avez des comex qui tranchent, vous pouvez avoir plusieurs profils d'options, en disant, là par exemple, voilà, on décide de démarrer très fort, et donc on va faire ça, ou là, inversement, ça va plutôt être une montée en puissance, et donc en fonction de ça, on va aussi choisir des options différentes, et on va les communiquer comme ça, en profil d'options, voilà. Et là où ça boucle la boucle, où c'est merveilleux. Et là où, voilà, donc c'est des ateliers comme ça, et là où, alors moi j'adore, c'est qu'en fait on va prendre nos options, on va les superposer à notre arbre d'influence du début, vous vous souvenez, et on va dire où est-ce que nos options, enfin à quel problème ça attaque, voilà. Et ça aussi c'est une autre façon à chaque fois de se dire, on a bien compris la complexité, on imagine toutes les solutions, mais finalement ce qu'on est en train d'imaginer, où est-ce que ça vient, voilà. Ça, je trouve que c'est des outils qui sont pas loin du tout des outils actuels des designers, ou des outils que des gens peuvent avoir vus en design thinking, en atelier, enfin voilà. Mais la façon dont ils sont pensés et les principes systémiques sur lesquels ils reposent, ça permet de se prémunir d'un certain nombre de travers quand on est justement sur des sujets complexes avec nos petits cerveaux humains. Non, et puis ça peut rappeler Seka ou Trise, hein, mais vraiment une investigation créative, mais organisée de façon à ce qu'on ne néglige pas les angles morts. Parce que c'est vrai que ça, on l'a vécu tellement de fois. On en a fait beaucoup ensemble en plus. En brainstorm, et tu sais, puis quand ils ont ouvert une voie, ils foncent. Tu sais, mais ça, c'est
le cerveau humain. Hein, c'est quand il y a un truc qui pointe et tout, et on verrouille dessus et puis on oublie tout le reste. Ouais. Et en fait, avoir la discipline et les outils pour imposer le fait de rester large même dans la résolution et considérer les options et les conséquences, c'est non seulement super utile, mais ça va devenir de plus en plus indispensable. Enfin, on peut le présumer au fur et à mesure qu'il faudra concevoir des trucs qui sont chouettes et efficients énergétiquement, par exemple, au hasard. Et on finit, toujours pareil, on reboucle la boucle. Vous vous souvenez, je vous avais parlé du fait que, en fait, on a on va dire les systèmes complexes, c'est forcément imprévisible. Donc, quand on imagine des plans d'action, on imagine ces plans d'action avec différents scénarios. Donc ça, c'est un outil qui a été fait à la fois par Christelle et Peter Jones. Donc, ils ont beaucoup travaillé sur des nouveaux outils qui sont sortis. Et leur idée, c'est de dire, on va prendre 2 dimensions. En l'occurrence, 2 dimensions, c'est assez facile. On peut faire 3, mais 2, c'est assez facile. Et on se dit, en fonction de la façon dont les choses évoluent, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on peut dire, le premier, c'est la croissance. Exemple, voilà, le monde connaît une croissance. Inversement, le monde connaît une décroissance. Sachant qu'il n'y a pas forcément de valeur là-dedans. C'est-à-dire décroissant ne veut pas dire récession nécessairement. Ça peut dire plus de biodiversité. Voilà, ça peut être aussi... Et donc, on va prendre cet élément-là. Et puis, on va prendre un élément démographique, par exemple. Voilà. Plus de population, moins de population. Et à partir de là, on va se dire, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Un monde avec ça. Peut-être plus de population, plus de pénurie. Voilà, c'est peut-être un peu différent de moins de population et moins de pénurie, voilà, etc., etc. Et donc ça peut donner des contextes différents et on peut se dire à partir de ça, si on a ces contextes différents à terme, qu'est-ce que ça veut dire pour ma stratégie? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que j'imagine les adaptations et comment je choisis toujours pareil en connaissance de cause, en tenant compte du fait que l'incertitude finalement est énorme. Conclusion. Et ça, c'était intéressant. C'est une formule que j'ai trouvée très surprenante quand on préparait ça. Un designer qui ne design plus. Et donc, au final, tu m'as dit, en fait, c'est plus au designer de faire. En fait, on sort du paradigme, on sort de la vision dominante dans laquelle le designer amène la solution, amène le truc intelligent, tu sais, qui va tout changer. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est même une évolution de la fonction ou du métier vers autre chose, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on design pas un système, on intervient dans un système, et encore, on n'intervient pas nécessairement. Ce qui est particulier, c'est quand même le designer va faire des choses que on ne peut pas forcément laisser les parties prenantes et les acteurs faire. Par exemple, cartographier un système complexe, ça c'est vraiment compliqué. Des boucles de causalité, c'est compliqué. On l'a pas dit, mais en fait, il y a un énorme travail de recherche, voilà. Parce que pour faire tout ça, il faut vraiment, on va dire, avoir beaucoup de données. On n'a pas parlé, mais l'idée c'est même de faire un livre blanc. C'est un truc que dit Alexander Christakis, je trouve ça super intéressant. Il a bossé avec l'OMS sur la filariose, voilà, je vais y arriver. Et donc il expliquait que ils ont travaillé pendant une semaine d'atelier. Ils avaient réuni 70 personnes qui venaient du monde entier, parce que c'est essentiellement d'ailleurs une maladie des pays en développement. Donc ils avaient pris des infirmiers, des médecins, mais aussi des gens qui étaient des malades, des familles de malades, etc. Et en fait, pour réussir à préparer tout ça et donc amener tous les gens, ça avait été le travail à temps plein de 3 personnes qui, pendant 3 mois, qui avaient fait en fait un livre blanc. Et en fait, ce livre blanc, c'était les données, et on demandait à chaque personne qui participait de lire ce livre blanc, c'est-à-dire d'avoir une idée, des ordres de grandeur, de ce qui se passe, voilà, pour que chacun soit au même niveau de connaissance. Donc c'est beaucoup de travail de recherche, c'est beaucoup de travail de formalisation. C'est un travail de préparation d'atelier, c'est très long, comme tu sais, de facilitation d'atelier, ça c'est un certain savoir, et après de formalisation d'atelier. Mais c'est vrai qu'au bout du bout, c'est pas une personne qui décide pour les autres, c'est comment favoriser cette intelligence collective, parce que on n'aura qu'un plan d'action qui va être mis en place par les gens qu'on a fait bosser ensemble à l'atelier. En fait, c'est ça vraiment. Le truc je trouve le plus intéressant. Et ça, je trouve que humainement, c'est bien. On redistribue le pouvoir à ceux qui sont vraiment ceux qui vont faire les choses et qui sont affectés directement par ces choses. On voit à quel point la richesse de tout ça, c'est la jonction, ce qui explique le livre, et ce qui répond à la question initiale de l'entretien, sur l'innovation centrée utilisateur avec la considération des boucles et des effets et de la compréhension générale des états des systèmes dans lesquels on intervient. Et qu'effectivement,
résoudre les deux, enfin faire se rencontrer les deux, ça peut donner des outils extraordinairement puissants, puis qui sont déjà en fait beaucoup utilisés dans les politiques publiques, tu me disais, dans les actions associatives, enfin dans les organisations parapubliques. Oui. Bon, alors toujours pareil, en France, on n'est pas très là-dedans, mais ceux qui l'utilisent beaucoup, c'est l'Union européenne. Voilà, notamment, je parlais de Naman qui travaille beaucoup pour l'Union européenne, qui travaille aussi pour le gouvernement flamand. J'ai fait une erreur de débutant, je sais absolument pas quelle heure il est, depuis combien de temps on parle. Parce que j'ai... Hein, magnifique. C'est super, on est pile à l'heure, ce qui me permet de remercier chaleureusement Sylvie pour nous avoir éclairés. J'espère qu'elle vous aura donné envie de vous pencher un peu plus sur la systémique et les outils. Et on va prendre quelques questions de l'auditoire, s'il y en a. Donc n'hésitez pas, on a une grosse dizaine de minutes pour les questions avant de conclure.